à l'étude de cas et on va maintenant se concentrer à la formation dans le football, qui est quelque chose de très important pour l'étape. C'est l'étape importante pour un footballeur, pour sa carrière et pour son devenir. Et je vous pose la première question à toi, Paul, et à toi, Fergus. Que pensez-vous de la formation française et de la formation dans les autres championnats ? La formation française, c'est un long débat. Ça demande beaucoup de temps. On n'a pas spécialement de temps, donc je vais essayer d'être concis et pas trop long sur ce sujet-là. Moi-même, le premier, je suis formé par la Fédération française de football à mon petit niveau d'éducateur et en termes de formation, j'ai quand même suivi un certain nombre de modules. La formation française, elle est particulière parce que c'est une des meilleures formations au monde, et j'ai pas honte de le dire, mais c'est une des plus archaïques. C'est-à-dire qu'ils ont du mal avec la nouveauté, ils ont du mal avec le développement, ils ont du mal avec l'évolution, mais ils sont performants dans les domaines qu'on leur demande actuellement dans le football. C'est-à-dire qu'ils sont très forts en termes de prépa physique et athlétique, ils sont très très bons en termes de tactique sur la façon de gagner un match et sur l'approche, comment gagner un match, mais ça manque de technique. Des joueurs très techniques en équipe de France, il n'y en a pas tant que ça. Et en France, il y en a beaucoup dans les quartiers, etc. Mais en général, ils passent au travers du filet parce que c'est pas des joueurs, entre guillemets, à qui on va donner du temps de jeu. Et je pense qu'un joueur, on en parlait tout à l'heure, et j'en suis persuadé à 100%, je pense qu'un joueur comme Gavi, s'il était français, serait jamais sorti. On l'aurait jamais connu. Il aurait fait il aurait fait une Griezmann. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tous les centres de formation n'en veulent pas. Il saute, on va lui dire ouais, t'es trop frêle. Juste pour la parenthèse, même si c'est pas la formation française, mais je vous rappelle qu'un Luka Modric est venu à Marseille faire un essai et qu'on lui a dit qu'il était trop frêle, qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au football. C'est quand même fou d'un mec qui est Ballon d'Or en 2018. C'est quand même, tu vois, que ça puisse passer à travers nos mailles, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de conception des choses. Et je pense que, voilà, il y a plusieurs cas, je vais pas les citer parce qu'on n'a pas le temps. Il y a aussi le cas Kvara qui est le plus parlant récemment. Oui. Le cas Kvara avec Willy Sagnol qui disait que les formateurs français n'avaient pas confiance en ce joueur, de la Géorgie, tout à fait. Qui n'allait pas avoir le volume de jeu requis pour jouer. Bon, bah, au final, on voit qu'il explose à Naples. Donc, c'est quand même quelque chose de très grave. Willy Sagnol, j'en parle pas trop parce que bon, il a quand même tenu des propos sur les quotas, etc. Donc, c'est pas la référence pour parler de la formation française. Il est mal placé pour parler de ça en général. Donc, bon. Voilà. Mais après, tout à l'heure, tu parlais des exemples, par exemple, de Luka Modric, mais moi, il y en a un exemple aussi qu'on oublie, Paul Pogba. Je vous rappelle que Paul Pogba, entre guillemets, il est formé à Manchester United, alors que pourtant, il est français. Au Havre. Alors il a fait sa préformation au Havre, mais il était parti jusqu'à Manchester. Donc le problème, c'est que en fait, ça fait au moins presque 20 ans qu'on a toujours les mêmes critères par rapport à la formation en France, que ça soit le côté, oui, il faut que les joueurs soient prêts physiquement justement, développés déjà, ils soient développés, qu'ils soient bons tactiquement, etc. D'accord, mais il ne se passe pas sur le domaine technique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Citez-moi 5 joueurs actuels de l'équipe de France qui sont techniques. S'il y en a, parce que c'est le mec de quartier. Coman, Dembélé, Mbappé. Non, mais qui sont titulaires. Titulaire. T'as Benzema, Mbappé, t'as Griezmann qui sera titulaire. De toute façon, il a pas le choix. Griezmann, bon. T'as Chouameni qui peut être technique. Ouais. Mais t'en as pas c'est pas le profil que. Non, quand tu vois Chouameni, tu dis pas c'est un joueur technique. Non, pas du tout. C'est pas le premier truc, tu dis c'est un joueur athlétique. C'est son style. Donc, c'est vrai, c'est le cas. Mais. C'est aussi adapté au football actuel, parce que le football actuel est beaucoup plus physique qu'avant, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus rapide. Ouais, donc du coup, il faut former des athlètes aussi. On peut critiquer ça, mais d'un autre côté, c'est que nos joueurs français sont quand même les plus recommandés sur le marché des transferts. Quand tu vois justement le vivier de l'Île-de-France, je vous conseille justement quand vous allez dans des au stade, que ce soit au Parc des Princes, mais dans des stades amateurs, je vous conseille de voir le nombre de recruteurs des gros clubs qui sont présents. Mais vous vous rendez pas compte. Surtout pour les grosses poules, tu peux avoir par exemple en Ile-de-France tu vois, par exemple, tu peux avoir un exemple, Star, Paris. On peut parler de ce club-là, mais par exemple les clubs allemands et notamment le Bayern. Combien de fois vous voyez des recruteurs du Bayern surveiller nos petits jeunes dès la sortie du banc de l'école parce qu'ils regardaient leur match en espoir, etc. On a énormément. Mais il y a une différence entre recruter un talent brut, et recruter un joueur qui a déjà été formé, c'est pas pareil. Ouais. Parce qu'un talent brut, tu mises sur un talent, tu mises sur une pépite, tu dis qu'il va le développer, mais pas forcément en France. C'est-à-dire que des talents, il y en a partout, tu vois, tu veux partout dans le monde. Là, moi je parle que de la formation, du degré de formation. C'est-à-dire une fois que le joueur est formé, est-ce qu'il est bien formé pour le football actuel ou est-ce que la formation n'est pas de bonne qualité? La formation française, c'est de la bonne qualité. Mais ça forme un certain profil de joueur. Ça forme pas des joueurs, entre guillemets, polyvalents qui sont capables de jouer dans plusieurs championnats. Moi, je vais prendre l'exemple d'un cas en particulier, tu veux dire?
Ouais, alors moi je vais te prendre l'exemple pour que tu comprennes. Je vais te prendre l'exemple d'un joueur que je connais personnellement, un ami intime, que je salue d'ailleurs, même si je pense pas qu'il regardera l'émission, je lui enverrai pour lui faire une petite capsule éventuellement. Mais un joueur comme Mourad Megni, si vous l'avez pas connu, c'est un joueur qui était un crack en équipe de France, qui a gagné la Coupe du Monde des moins de 17 ans à l'époque. Et quand il quitte Sochaux pour aller à Bologne, il arrive en Italie et il arrive dans un pays où tout est nouveau. Il sait pas parler la langue. Tactiquement, c'est un autre monde. Et il me raconte tout le temps, on en parle tout le temps parce qu'il sait que j'aime trop la tactique moi. Et il me dit, j'arrive à l'entraînement, je suis en tenue, il s'habille, il change, il sort du vestiaire. Et en fait on lui dit quoi ? Ouais, il faut que tu ailles dans la salle là. Et en fait ils sont dans une salle, tous les jeunes, vidéo tactique. Ils sont en tenue hein, mais ils font que de la vidéo, que de la tactique. Et c'est pendant 2 heures. Et ensuite, allez vous changer les gars, la séance elle est finie. Eux ils pensaient qu'ils allaient sur le terrain. Jouer, taper un peu le ballon, faire un peu de la technique, du jeu, des mises en place, etc. Non, que là c'est du tableau noir. On te montre ça, tu dois faire ça. Et pendant toutes les séances, pendant presque 1 mois au début, c'est que ça. Il me dit ça me saoule et tout, je veux partir. Il voulait quitter l'Italie parce que c'était compliqué et parce qu'en France on l'avait pas prévenu de tout ça. On lui avait pas dit que dans d'autres championnats c'était comme ça, que ça fonctionnait différemment. On lui a toujours dit que la France était la référence, qu'il fallait suivre ce type de formation. Justement, donc c'est pour ça que tu vois c'est compliqué d'expliquer. On n'a pas le temps de. Est-ce que toi, Paul, qui est aussi éducateur, est-ce qu'on forme correctement les futurs pros de demain ? Alors moi je suis éducateur, mais bon je vais pas non plus la science infuse parce que voilà moi c'est mon petit club de ma petite ville. Voilà. Ça veut rien dire, c'était éducateur. C'est vraiment. Je pense que aujourd'hui on est en capacité de les former correctement. Après effectivement il y a beaucoup de manquements comme vous l'avez dit depuis le début sur l'aspect technique, sur comment ça peut se passer éventuellement dans d'autres clubs, dans d'autres pays, c'est des cultures différentes. Et il y a aussi l'aspect mental qui est important. Les joueurs faut les préparer mais vraiment bien comme il faut mentalement, parce que si un joueur vient exploser mais qu'on l'a pas préparé mentalement, dès qu'il va avoir toute la pression médiatique, etc., l'attente de résultats de sa part, il risque de s'effondrer. Donc je pense qu'actuellement on arrive quand même à bien former les joueurs. Mais après effectivement il y a quand même des choses à faire évoluer dans la formation française en tout cas. Souvent quand on parle de formation et que les joueurs ils arrivent en pro, dès qu'ils partent, par exemple il y avait l'exemple d'un Nkunku qui disait qu'il n'arrivait pas à finir un match quand il était à Leipzig et que maintenant il arrive à mieux finir. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain retard par rapport aux autres championnats dès qu'ils arrivent, par exemple Camavinga qui arrive au Real Madrid, qui doit arriver 1h30 à l'avance et tout, bien avant que l'entraînement commence. Est-ce qu'il n'y a pas de la nonchalance chez certains joueurs dans les formations ? Nonchalance, moi, c'est un grand mot, Sora, parce que nonchalance, c'est plus le caractère de la personne. Je pense pas que tous les jeunes de maintenant soient nonchalants. Je pense que les jeunes de maintenant, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être entre guillemets disciplinés dans certains domaines. Et comme il y a certains éducateurs qui sont un peu dans le laisser-aller, qui sont effectivement dans cette forme de laxisme, je pense que c'est pour ça que certains joueurs, quand ils quittent la France pour aller dans d'autres championnats, ils disent ah ouais mais là c'est dur, là c'est discipliné, là tu dois être à l'heure, là t'as pas le droit d'être en retard. Alors que moi dans mon ancien club, on me laissait arriver en retard, on me laissait m'habiller comme je voulais, on me laissait m'entraîner comme je voulais, je faisais pas de rab, pas de supplément, pas de séance de tir au but parce que j'avais besoin de travailler les pénaltys aussi, pas de coup de pied arrêté, pas de ci, pas de ça. Donc en fait ils arrivent dans d'autres championnats où c'est tout nouveau et effectivement la charge de travail est beaucoup plus importante parce qu'ils ont été habitués. Je pense que les meilleurs exemples c'est Italie et Allemagne en termes de charge de travail vraiment pure. Là en Angleterre ça commence à se développer un peu plus, qu'il y a des éducateurs d'autres pays comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de la prépa physique de Tottenham avec Antonio Conte, où ils ont craché leurs poumons, et je crois que c'est la première fois, et pourtant si on parle des top joueurs, on parle de Kane, de Son, de mecs qui ont l'habitude de faire des prépas qui étaient chaos techniques, mais parce que c'est Antonio Conte qui a ramené ça d'Italie. Donc en fait c'est une prépa physique particulière. D'ailleurs Antonio Pintus, le meilleur préparateur physique au monde, est au Real Madrid et c'est un ami de Zidane, et lui est italien. Donc en fait il connaît la prépa, il sait comment les préparer pour qu'ils soient à leur forme optimale à certains moments de la saison. C'est pour ça qu'on dit toujours que le Real se réveille en février. C'est parce qu'ils ont travaillé sur ça. Et surtout c'est qu'un truc, c'est que on parlait justement des jeunes joueurs français qui allaient en Italie, mais vous trouvez pas comme par hasard que chaque joueur qui quitte la France, qui va en Italie, le premier truc qu'il va dire c'est à la base ça travaille 2 fois plus qu'en France. Nkunku l'a dit, Camavinga l'a dit quand il était allé en Espagne. Même Matuidi l'a dit,
pour vous dire à quel point. La Juve, ouais. Sachant que c'était Matuidi quand même en plus. Il a dit quand même, on parle quand même Rabiot l'a dit il y a pas longtemps. Il a dit quand même que franchement la charge de travail, ne serait-ce qu'à l'entraînement, elle est 2 fois plus élevée que ce que tu peux voir en France. Rabiot en termes de travail, c'est pas trop ça. Non, mais par contre là voilà, c'est un joueur qui a compris l'exigence de niveau. Il a commencé vraiment à comprendre l'exigence. Et là il a pris en gamme. Moi j'ai vu une photo il y a pas longtemps sur Twitter, le Rabiot au début du PSG et là maintenant en Italie. Bon, il y a une partie de dopage, mais on va pas le dire parce que sinon on va se faire boycotter. Mais voilà, on sait très bien qu'ils prennent certains produits, c'est pas nouveau. Comme en Allemagne, ils ont certaines techniques de développement corporel. Voilà, on va pas parler du corps de Lewandowski quand il était à Dortmund, mais il était assez frêle. Mais voilà, quand tu arrives en Italie, tu sais que tu vas prendre en masse, tu vas prendre en tactique, tu vas développer certaines aptitudes et surtout tu vas apprendre à terre parce qu'en Italie, tu fais une erreur et ils te mettent de côté tout de suite et c'est réglé. Et par rapport à un poste en particulier, le poste de gardien, on sait que souvent il y a un peu, tu disais archaïque. Maintenant en Angleterre, j'avais déjà entendu, si tu fais moins d'1m90, ça y est, t'es déjà sur le côté, t'es déjà au placard. Et ça commence un peu, par exemple, un gardien, même s'il a un excellent niveau, même s'il fait 1m85, on peut déjà lui dire, bon, soit tu trouves un autre poste, soit tu vas travailler ailleurs. Et est-ce que c'est pas quelque chose de très mauvais? Parce que la dernière référence, il faisait 1m76, il était à Saint-Etienne. Je parle de Jérémy Janot. Oui. Est-ce que c'est pas quelque chose de cruel pour un joueur qui rêve d'être gardien? C'est Christophe Lolichon qui était entraîneur gardien à Chelsea qui disait que lui le plus important c'est les aptitudes physiques d'un gardien et que le reste ça va se travailler, c'est-à-dire tout ce qui est jeu au pied, etc. C'est pas le plus important. Lui d'abord il regarde le gabarit et d'ailleurs ils ont recruté un petit à moi il y a quelques années qui était au Paris FC, qui s'appelle Sami Tlemceni, qui a été recruté parce que à 15 ans il faisait déjà 1m90, donc en fait ça a développé, même s'il était pas spécialement bon, hein. Moi je l'ai eu en jeune, c'est pas le joueur voilà, il avait pas de jeu au pied par exemple, il était nul jeu au pied, il prenait, il dégageait. Maintenant il a travaillé, ça commence à être pas mal, intéressant, pour un petit de 18 ans c'est plutôt agréable. Donc le poste de gardien c'est d'abord des aptitudes physiques et c'est pour ça qu'ils sont recrutés, je parle dans le football actuel, et après regarde le côté technique, même le côté mental, c'est pas spécialement indispensable pour l'instant, même si tout le monde dit que en première ligue t'as besoin d'aller voilà, au contact, sur les coups de pied arrêtés, etc. Moi je suis désolé, un mec comme Hugo Lloris quand il arrive à Tottenham, tu te dis pas il va s'imposer, parce que Hugo Lloris c'est pas le mec tu dis ouais fort, qui va s'imposer dans les airs ou qui va se développer, et pourtant il a été formé. Il fait pas non plus 1m90 non plus le Hugo Lloris, il devait faire 1m87 je crois. Là récemment maintenant c'est vraiment la taille qui va primer sur le choix de prendre un gardien ou non. Si tu fais moins d'1m90, c'est pour ça qu'Edouard Mendy a été recruté. C'est une des raisons qui a fait ça. Enfin effectivement il était bon à Rennes, oui c'est vrai, mais il a été recruté surtout par sa taille. Qu'est-ce que tu en penses toi Paul de ce choix de se dire que si tu fais moins d'1m90 t'es déjà au placard? C'est effectivement, je pense que c'est pas une bonne chose parce que, alors là, je vais redescendre au niveau où moi j'ai entraîné, c'est sur la catégorie U13, U14. Actuellement, on a un gardien, enfin on en avait 2 au début de saison, c'est des gardiens qui sont petits, ils arrivent à peine à ma taille en fait. Pourtant, ils sont très bons, ils ont de bons réflexes, etc. Et malgré la taille des buts qui sont bien plus grands qu'eux, ils arrivent à se débrouiller et à faire les parades qu'il faut quand il faut. Donc moi je pense que la taille ça doit pas être, même si c'est vrai qu'un gardien qui fait 1m90 forcément là, c'est actuel, c'est-à-dire que là tu prends leur gabarit actuel, ils arrivent à faire des parades, etc. Oui. Mais quand ils vont arriver en senior, est-ce qu'ils vont être aussi bons, aussi performants? Je pense pas. Non, mais c'est moi sur le football actuel, hein. Je te parle pas d'avant. Peut-être avant on pouvait prendre ça en compte, mais là sur le football actuel, moi par exemple je suis coach, j'ai mon gardien il fait 1m95. Tu vois, parce que quelle catégorie? En fait j'ai 2 catégories, j'ai les 18 R1 à Meudon dans le 92 et j'ai les seniors D1, c'est une équipe de potes que je suis en train de reconstruire à mon niveau. Mais actuellement le gardien que j'ai choisi, c'est parce qu'il est grand, parce qu'il est athlétique, son jeu au pied il est catastrophique, il le sait, je lui ai dit d'ailleurs, mais il y a des spécifiques gardiens pour travailler. Mais quand t'as un attaquant devant toi qui arrive devant lui, il se dit ah ouais lui ça va être dur de lui marquer. Et en fait il y a aussi le message que tu veux diffuser à ton adversaire en disant ah ouais putain son gardien c'est un Golgoth, ça va être dur de lui marquer. Donc tu vois il y a aussi ça, cette prise en compte dans l'imaginaire des gens. Est-ce que pour vous les éducateurs sont vraiment les pierres angulaires de la formation des joueurs, dans le développement du joueur? Est-ce que c'est des pionniers? Paul?
Je pense que oui. Suivant comment l'éducateur va former ses joueurs, ça peut être quelque chose d'important pour la suite. J'écoutais hier soir, pour essayer de préparer un peu justement étude de cas, le podcast de Formation Football Club sur leur hors-série, c'est Parole d'éducateur, où il parlait, où il était avec l'éducateur U16 de Lorient, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je pense que dans la façon dont il forme ses joueurs, etc., je pense que ça va être quelque chose d'important pour la suite. Parce que justement, on parlait d'aspects de la formation du foot français qui sont problématiques, genre justement sur la technique, les joueurs qui vont dans un autre pays, qui se rendent compte qu'il y a beaucoup de séances vidéo. Lui, justement, il expliquait que chaque semaine d'entraînement, il leur fait des séances en futsal, etc., pour travailler la technique, ou même des séances vidéo aussi, justement, pour faire ça. Donc, je pense justement un éducateur qui va faire travailler justement ces aspects-là, qui sait que si un joueur part dans un autre pays, il va avoir des choses qu'il connaît pas en France, mais si lui apprend, ça ira mieux. Je pense qu'effectivement, les éducateurs à ce niveau-là est un pionnier. Après, évidemment, si c'est un mauvais éducateur, je pense que ça pourra poser problème pour la suite de la carrière du joueur. Mais c'est quelque chose d'important. Oui, les éducateurs ont une place importante dans la formation des joueurs, dans tous les cas. Toi, t'en penses quoi, Fergus, sur les éducateurs ? Ouais, je suis d'accord avec ce que vient de dire Paul. Au-delà même de l'éducateur, c'est toute l'équipe dirigeante. C'est pas un seul éducateur, c'est vraiment tout ce qui se passe autour. Moi, par exemple, j'attache beaucoup d'importance à mon adjoint. Comment je vais le choisir? Est-ce qu'il est dans la même mentalité que moi? Est-ce qu'on pense pareil? Je veux pas d'un mec qui soit en totale divergence parce que ça va pas me faire avancer, mais il faut que ce soit quelqu'un qui m'apporte quelque chose. Est-ce que le spécifique gardien, est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il va vraiment développer les aptitudes du joueur? Moi, je prends toujours ce genre d'attache avec les spé. J'ai ramené un spécifique attaquant cette année, un mec que je connais personnellement, qui a joué à très bon niveau au foot et qui développe aussi ces aptitudes-là. La préparation physique, parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. On est je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un football plutôt physique et athlétique, donc la préparation physique, elle est ultra importante. Si t'as pas un prépa physique de qualité, de haut niveau, t'y arriveras pas, parce que t'auras trop d'écart entre les joueurs et trop de disparités. Donc ça se travaille aussi. Je pense que c'est toute l'équipe environnante, c'est aussi la présidence et la direction, parce que c'est quand même eux qui déterminent entre guillemets les résultats et le côté compétition. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans des clubs familiaux, entre guillemets, qu'on appelle des clubs familiaux, où c'était pas trop en compétition. Donc en fait, eux, ça les intéressait pas de performer, d'avoir des bons résultats. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est des bons petits qui étaient disciplinés, bien éduqués et qui étaient obéissants, entre guillemets. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses. C'était la bonne ambiance, bon délire. Mais voilà, le foot, c'est devenu compétition, c'est devenu élitiste et il faut justement prouver certaines choses à haut niveau et dans ces compétitions-là. Donc je pense qu'il faut s'entourer des meilleures personnes. Je pense que les clubs qui ont les meilleurs résultats actuellement, moi je parle pour ce que je connais en Ile-de-France, ceux qui ont les meilleurs résultats, ceux qui ont les meilleurs éducateurs et qui ont la meilleure direction. Que ce soit Torcy, que ce soit Sarcelles, que ce soit Montfermeil, actuellement premier en 19 nas, c'est mon gars le coach Moha, je te passe le salam d'ailleurs au passage, mais c'est des résultats qui sont avec des éducateurs d'excellente qualité et qui ont été formés par la France. Donc ça veut dire qu'en France, on s'est formé. On s'est aussi formé nos éducateurs. Donc voilà, je pense que la formation et les éducateurs, c'est la base de la réussite du football français dans les prochaines années. Toi, Erwan, est-ce que tu penses qu'il y a un avantage entre être formé dans un club reconnu, par exemple avoir fait toutes ces classes à Paris, et être formé dans un club un peu plus lambda, par exemple à Villejuif? Est-ce qu'il y a un avantage d'être formé c'est un très bon club en plus. Tout à fait. Il y a un avantage à être formé, par exemple au PSG ou à Villejuif? Je pense pas qu'il y a un avantage par rapport aux situations. En fait, ça va dépendre en fait de comment tu as été formé et surtout comment est-ce que tu peux être à l'écoute justement des joueurs qui vont être présents. Parce que tu peux être aussi très bien formé, il n'y a pas de problème. Mais si les joueurs ne t'écoutent pas, ça ne changera rien en fait. C'est comme en fait c'est comme par exemple quand tu dis oui, on prend toujours des grands entraîneurs pour les joueurs, mais si l'entraîneur n'est pas suivi par les joueurs, ça sert à rien. Et je pense que pour moi, à mon avis, la formation en fait, c'est tant que l'éducateur se fait respecter par ses joueurs et tant qu'en fait il y a un esprit justement de partage et que justement que les joueurs veulent adhérer à ce qu'il va faire, que tu viennes de Villejuif ou de Paris, ça change rien pour moi. Moi je pense que peut y avoir quand même un certain avantage à être formé dans un club reconnu, parce que justement je reviens sur le podcast que j'ai écouté hier sur l'entraîneur du U16 de Lorient. Il disait que les infrastructures de formation de Lorient sont en cohabitation avec les seniors, justement, avec l'équipe de Lorient en Ligue 1.
Et je pense que justement, si dans un cadre comme celui-là, tu peux cohabiter, avoir du contact justement avec les joueurs professionnels, ça peut te donner un certain avantage par rapport à un club un peu plus lambda, parce que voilà, t'apprends directement par les seniors en plus de ton éducateur. Donc je pense pas que ce soit le cas pour tous les clubs, mais effectivement avec cet exemple-là, quand même, pour un club comme Lorient, je pense que ça peut donner un certain avantage, effectivement. Et c'est pas pour rien justement que Sylvain Ripoll est actuellement chez les Espoirs, parce qu'ils sont justement du côté de Lorient, donc comme il connaît bien l'information. Sylvain Ripoll, mauvais exemple, Erwin. Franchement, Sylvain Ripoll, vraiment. Non, franchement, t'as vu, je vais pas donner son surnom au quartier, parce que nous, on connaît très bien son surnom, c'est très bien le côté truc. Mais après, ce qui veut dire qu'en gros, que par rapport à ce que tu disais, Paul, par rapport au côté truc de formation du côté de Lorient, et que justement tu es amené à un certain niveau, ça peut se comprendre. Mais après, c'est vrai que l'homme en lui-même, quand on voit les performances en équipe de France Espoir, c'est vrai que là, c'est autre chose. Donc pour vous, il n'y a pas un réel avantage entre être soit formé à Paris ou soit formé dans un club un peu plus lambda d'une ville, voilà, en banlieue parisienne par exemple. Il n'y a pas de réel avantage. Ça dépend à quel moment de la formation. Est-ce que c'est de la préfo? Ça veut dire que tu parles d'un joueur qui a fait toute sa formation au Paris Saint-Germain, ou un joueur qui a fait toute sa formation par exemple à Villejuif. Toute sa formation à Villejuif et après qui va dans un autre club. Sachant qu'à Villejuif, il y a des bons éducateurs et qu'au Paris Saint-Germain, il y a des bons éducateurs. Ce sera le joueur en lui-même, ce sera l'enfant lui-même qui va déterminer sa réussite ou son choix de carrière ou quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, si tu es à Villejuif et que tu es un top joueur, dans tous les cas, si tu es un top joueur, tu vas aller dans un top club. Et il y a un top club qui va te recruter. Tout à l'heure, tu le disais, Erwin, quand tu disais qu'il y avait beaucoup de recruteurs de beaucoup de clubs européens qui venaient en Ile-de-France, je te le confirme parce que je le vois tout le temps. Et moi, je fais un petit peu de scouting à mon petit niveau et je les vois. Je croise tout le temps un recruteur de City, toujours le même, qui vient sur les matchs de jeunes en 14 R1. Je vois toujours un éducateur de l'Atlético Madrid qui vient, qui se déplace, qui vient voir les matchs chez les jeunes, chez les 16 notamment, et je vois toujours la même tête d'un mec, et pourtant c'est pas un club exceptionnel, mais un recruteur de Brentford qui vient sur tous les matchs de 17 NAS, en Ile-de-France. Il est tout le temps là. Tout le temps, c'est le même, il est là, il est dans son coin, petit béret sur le côté, il regarde les matchs, il a son papier, il fait un petit rapport, il reste une demi-heure, il se barre. Toujours pareil, il est toujours assis au même endroit sur certains terrains, il a toujours la même place, il est là, tu crois que c'est le père d'un joueur ou quoi que ce soit, mais en fait c'est un recruteur, il est là pour ça. Donc, ça, ouais. Et voilà, et on sait que Brentford a quand même recruté beaucoup de joueurs français entre guillemets ou francophones, en tout cas ces dernières années, donc je pense qu'il va falloir se pencher sur ce type de cas parce que ça prouve quand même que la formation française est de qualité et peu importe les clubs où t'es, que ce soit Montrouge, Villejuif, le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais qu'on sait qui est réputé pour être un des meilleurs centres de formation au monde. Si ce n'est l'Île-de-France, quel est pour vous le plus gros vivier qu'on possède aujourd'hui dans notre pays? Je prends Lyon, c'est quelque chose les gars. Le nombre de joueurs qui sortent de Lyon, incroyable. Ouais. Pour moi, ça restera Lyon et Paris en fait. Tu mets pas les Bouches-du-Rhône dedans? Il y a pas beaucoup de joueurs qui sont sortis de Marseille. Quand tu regardes bien, justement, qu'on joue à Marseille ou qui viennent qui viennent. Là, je te parle tu parles du vivier régional, d'accord. Le dernier, je crois que c'est Fofana qui. Boubacar Kamara, mais après justement, et je crois même que Marseille avait justement un problème justement avec les jeunes de son formation parce que quand on regarde, ils en avaient pas. Il y en avait que genre 2 ou 3 qui sont sortis sur les dernières années. T'avais Maxime Lopez, Boubacar Kamara, et je crois que c'est tout. Ouais, il n'a pas tant que ça. Après, il y en a qui sont venus en post-formation. Tu vois, des petits jeunes, des Targaline, des Ben Seguir, des joueurs comme ça. Mais c'est vrai que c'est. Il y avait aussi eu peut-être l'ancien Bilal Boutouba ou un truc comme ça qui était sorti. Bilal Boutouba, ceux qui jouent en Ligue 2. Ouais, voilà. Bilal, donc il y avait peut-être celui-là. Grand Maxime, t'en as eu 3 au bout des. Et Bilal Omrani aussi, qui a joué à Cluj. Donc, c'est pas énormément. On en pense quoi de la Bretagne? Parce que c'est pas mal quand même. Hein. Dembélé, Matistel, Ludovic Blas. Du côté de Rennes, c'est pas mal. On a eu aussi Kamavinga, il y avait même aussi un certain Gourcuff aussi qui vient de là-bas aussi. Donc bon, c'est-à-dire que quand même. Mais Lyon, les gars, je vous en sors des Lions, des pépites. Il y a quand même pas mal de trucs de bons viviers en France. C'est juste qu'en fait, savoir s'ils sont bien formés ou pas, ça, la réponse est clairement oui. Il y a des viviers quasiment partout. Et je pense quand même qu'en regardant comme ça, la France, c'est quand même, pour moi, à mon sens, le premier pays recommandé par les recruteurs du monde entier pour jouer dans les championnats. Quand tu dis ça, qui sont nos concurrents directs? Est-ce que tu peux prendre le Brésil? Est-ce qu'on peut prendre en Asie? On sait que la Chine a essayé, ça a raté, c'était un gros flop, ce qu'a essayé la Chine en ce qui concerne la formation. Pour moi, c'est le Brésil en fait le concurrent de la France. Et les Pays-Bas. Parce que même l'Italie, je les mets pas
devant la France, en fait. Tu mets pas l'Angleterre ? L'Angleterre, bon. Ils ont des bons résultats en jeu en ce moment, les Anglais. Hein. Ouais. Après, il y a un vivier, mais c'est dommage que, encore une fois. Mais moi, je crois que c'est pas pour exploiter, je pense. Pas moi, encore une fois, ça me rend ouf de le dire, mais le football africain, il fournit trop de footballeurs. Si on va commencer à parler du football africain, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on parle de vivier. Pour moi, le plus gros vivier, c'est l'Afrique. Parce que c'est juste qu'ils n'ont pas cette chance-là d'être pris en charge au bon moment et d'avoir été formés correctement, comme tu le disais tout à l'heure, Paul. Pas des instances compétentes. Quand t'as pas d'éducateur, l'aspect économique, il est important. Quand t'as pas de possibilité et que tu sais que t'es délaissé, que t'es un petit peu abandonné, et tu peux pas réussir. Truc que tu peux on parle de vivier, t'as vu au Sénégal, et encore. À part ça, t'as pas un truc pour vraiment pour la formation pour les gens. Il y a l'académie Mohamed VI qui a été créée là au Maroc et qui fonctionne plutôt bien, qui commence à sortir des joueurs. Il y a l'académie JMG au Mali qui fonctionne un peu. Ouais, mais par exemple pour moi parce que moi d'origine ivoirienne, j'en ai pas vraiment de souvenirs du côté de la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc pourtant il y a quelques joueurs qui sont sortis quand même. Notamment des Touré, des Drogba et compagnie, mais à part ça. J'ai pas le souvenir. Et encore, Drogba, il a dû faire sa formation en France pour te dire à quel point. Donc, Guingamp. Donc voilà. Encore. Il était à Levallois, il passe par Levallois, après il est parti au Mans et après Guingamp. Effectivement. Mais pour moi, le vivier africain, je suis désolé, il est incroyable. Déjà en jeune, souvent dans les grandes compétitions, le Nigeria est toujours performant. Très fort le Nigeria. Très bon. En jeune, franchement, c'est souvent des bons résultats. Et les pays du Maghreb sont en train de se développer. Ça va venir, je pense, il faut encore quelques années. De la chaîne ces dernières années, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, après, en termes d'organisation et en termes de fédération, là, c'est autre chose pour l'organisation. C'est pour ça. Parce que je te dis d'abord, il faut gérer les instances et tout ce qui est direction. Et ensuite, après, tu pourras développer d'autres choses. Mais en tout cas, il y a trop de talent en Afrique. Je l'ai trop vu, moi. Donc, c'est pour ça que je défendrai toujours ce continent. En tout cas, oui, il y a vraiment pas mal de talent en Afrique. Je le vois aussi avec le Mali. On a vraiment des gros cracks dans ce vivier au milieu de terrain. Tu peux rigoler si tu veux. De quoi ? T'as cru qu'il allait parler de Mohamed Camara ? Non, il va pas oser faire ça. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, Souraï. Pas aujourd'hui. Non, pas après tout ce que t'as fait. Pas aujourd'hui. C'est comme on a l'habitude de se vanner par rapport au Mali ces dernières années, notamment à la CAN. Donc voilà pourquoi. Non, on parlera pas de la CAN. On n'en parlera pas de la CAN. Mais on peut parler du talent des joueurs. On peut parler de ce qu'on voit notamment, mais on parlera pas de la CAN parce que sinon on pourra en faire 4 heures. Mais en tout cas, on a fait vraiment une bonne étude de cas sur la formation dans le football. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant.